Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des déplacements avec votre ou vos armes. Quel papier il faut avoir, quelles dispositions prendre, on voit tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Le confinement Covid-19 ne sera pas éternel et la période estivale avec les congés payés va vite pointer le bout de son nez. Certains d'entre nous vont peut-être avoir envie de se programmer un petit voyage entre différents stands de tir pour voir un tel ou un tel. Par exemple, en ce qui me concerne, j'aimerais bien faire un périple quart sud-ouest ou quart sud-est. Allez, soyons fous, même enchaîner les deux dans la foulée. Du coup, je vois bien un premier arrêt dans les Landes pour voir Jean-Marc Merdieu de Culture Tactique, puis descendre sur Bayonne pour voir Johan de Lara Tactical. De là, aller voir Black Target dans les alentours de Narbonne, puis pousser vers Marseille pour revoir Luc de Hoplon Academy. Enfin, remonter vers le parc naturel du Luberon pour voir Ben de French HDS. Un sacré tour, non? Mais bon, l'idée de ce tour est bien évidemment de faire une séance de tir avec chacun d'eux, et pour cela, il faut que j'emmène mon arme. Et là, on n'est plus sur la routine aller-retour domicile, stand de tir. Alors comment on s'y prend? Pour commencer, je tiens à rappeler que je me place dans le cadre d'un tireur sportif affilié à la Fédération Française de Tir et étant légalement détenteur de ces armes. Bien évidemment, tout terroriste hors la loi, et même et surtout tireur sportif débile ne comprenant pas que l'intégrité de notre discipline dépend du respect des lois, n'auront rien à faire de tout ce que je vais dire. Bon, on part forcément sur le postulat de base qui nous est donné par le Code de la sécurité intérieure, livre 3, titre 1, chapitre 5, section 1, article R315-1, alinéé 1 à 3. Il dit que sont interdits le transport sans motif légitime des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie A, B, C et D. Dans le cas qui nous intéresse ici, le tir sportif, le Code de sécurité intérieure, livre 3, titre 1er, chapitre 5, section 1, article R315-2, nous dit: la licence de tir en cours de validité, cela veut dire de l'année en cours, signée par son médecin traitant et le président de son club, délivrée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministère chargé des sports. Là, on parle de la Fédération française de tir ou la Fédération française de balle-trappe. Vos titres de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions des catégories B et C. Il y a un petit blabla sur la catégorie D, mais cela ne nous intéresse pas dans le cas présent. Et pour le transport, ce même Code de la sécurité intérieure, livre 3, titre 1er, chapitre 5, section 1, article R315-4, nous dit aussi: les armes à feu de catégorie B et C sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. De son côté, la Fédération française de tir nous dit également sur son site qu'il faut avoir le carnet de tir dans le cas de transport d'armes de catégorie B. Alors à ce propos, l'article R312-43 stipule que le carnet doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie. Ce carnet est normalement voué à disparaître sous peu dans sa version matérielle. Il est en effet question que la validation des tirs contrôlés soit enregistrée sous forme numérique par les clubs. Bien, maintenant, on sait clairement sous quelles conditions se déplacer avec son arme. Mais qu'en est-il dans notre périple des moments où je ne suis pas en train de voyager? Je suis arrivé à ma destination, mais j'y reste quelques jours de plus que ma journée de tir programmée. C'est effectivement à ce moment que va se poser le dilemme de la conservation de l'arme. Le Code de la sécurité intérieure, livre 3, titre 1er, chapitre 4, section 1, article R314-2, nous dit: les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. L'article R314-3 donne d'autres précisions. Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés. 1. Soit dans des coffres forts ou des armoires fortes adaptées au type et au nombre de matériel détenu. 2. Soit à l'intérieur de pièces fortes, comprenant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. Et l'article R314-4, les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C, doivent les conserver. Alors 1. Soit dans des coffres forts et des armoires fortes adaptées au type et au nombre de matériel détenu. 2. Soit
par démontage d'un élément d'arme, le rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part. Et 3. Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. En regardant les articles R314-3 et -4, le coffre-fort est requis pour la conservation des armes, c'est-à-dire lorsque le détenteur laisse ses armes à son domicile. Dans le cas d'un déplacement légitime, on revient en toute logique à l'article R314-2 qui nous engage à prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. Donc, si je reviens sur l'exemple de mon hypothétique périple, ma première étape se fait chez un tireur qui est par conséquent forcément équipé d'un coffre-fort. Il m'invite très gentiment à passer 2 ou 3 jours sur place et par conséquent, je laisse mes armes dans son coffre. Ensuite, je vais sur Bayonne et je me retrouve dans le même cas de figure. Par contre, entre Bayonne et Narbonne, je décide de faire une halte à Toulouse, histoire de visiter la nouvelle boutique Terang. Là, je décide de prendre une chambre à l'hôtel pour passer la nuit. Dans ce cas, si l'hôtel a un coffre et accepte d'y placer mon arme, le problème est réglé. Par contre, si le coffre est plein, que l'hôtel refuse d'y mettre des armes, ou qu'il n'a tout simplement pas de coffre, je me dois de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de mon arme par un tiers. Pour cela, j'applique ni plus ni moins que l'article R315-4 en recourant à un dispositif technique pour que mon arme ne soit pas immédiatement utilisable ou par démontage d'une des pièces de sécurité. Et c'est ainsi pour chaque étape de mon voyage. J'ai pris l'exemple d'un voyage de vacances avec arrêt dans des clubs de tir, mais les compétiteurs qui se rendent sur de grosses manifestations, les championnats de France par exemple, ont exactement les mêmes soucis. Pour résumer, lors d'un déplacement, quel qu'il soit, le transport de l'arme se fait en respectant les conditions de transport, par mécanisme pour que l'arme ne soit pas immédiatement utilisable, ou par démontage d'une des pièces de sécurité. Sur de longs déplacements, s'il n'est pas possible de respecter les conditions de conservation, un coffre-fort, l'arme doit rester sous surveillance en conditions de transport. Il faut obligatoirement avoir sa licence de tir en cours de validité. L'invitation d'un club, la convocation à un éventuel concours ou tout autre document justifiant du motif légitime du déplacement aussi loin de son domicile avec son arme. Le carnet de tir, le temps que ce dispositif a encore cours. L'autorisation de détention de l'arme ainsi que sa facture ne sont pas nécessaires, mais en avoir une photo sur son mobile sera toujours un plus en cas de contrôle. Tout personnel des forces de l'ordre a accès au fichier Agrippa, mais on n'est jamais à l'abri d'une personne ne maîtrisant pas la chose ou d'une panne informatique. Enfin, du bon sens. En cas de contrôle, il est utile que les dispositions prises ne laissent aucun doute sur l'intention. Même si vous avez respecté toutes les règles et que vous êtes dans votre bon droit, vous retrouver au milieu d'une manifestation avec une arme peut constituer une atteinte à l'ordre public. Allez, un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi. L'arme est dans votre véhicule fermé à clé en respectant les conditions de transport. Bien ou pas bien? Bien. Attention cependant, si jamais le véhicule devait être volé ou fracturé et l'arme volée, votre responsabilité pourrait être engagée si vous n'étiez pas à proximité du véhicule. Vous êtes à pied et votre arme est dans une mallette. Bien. Vous êtes en règle sur le trajet de votre club de tir ou sur le retour. Vous êtes à pied et votre arme montée et approvisionnée est dans une sacoche pour homme ou dans un sac à main pour une femme. C'est considéré comme du port et par conséquent interdit car en mesure d'être utilisé rapidement. Votre arme montée et approvisionnée est dans la boîte à gants de votre véhicule. C'est considéré comme du port et par conséquent interdit. Pour être là, il faut qu'elle soit inopérante, suivant les règles de transport. Votre arme dans sa mallette de transport et avec un verrou de pontet est dans l'habitacle de votre véhicule. En effet, vous êtes dans les règles de transport. Votre arme est avec la culasse démontée et le chargeur garni dans le vide-poche de votre voiture. Et oui, toutes les dispositions ne sont pas prises pour éviter l'usage par un tiers. Article R314-2. Verrou de pontet, démontage, housse ou mallette de transport fermée à clé ou coffre fermé à clé et non accessible de l'intérieur du véhicule. En effet,
Chacun de ces dispositifs est à lui seul suffisant pour empêcher l'utilisation immédiate de l'arme. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aidera à rester dans la légalité pour vos futurs déplacements. Je tiens à remercier French HDS et John Lara, ainsi que Jean-Luc Collignon de la FF-Tier, et surtout Monsieur Mario Palecci, qui m'ont apporté leur aide pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.